Bonsoir à tous, je vous remercie d'être là. Vous savez peut-être qu'il y a quelques semaines, la première version finale de Spring 5 est sortie. À l'intérieur, beaucoup de nouveautés, d'améliorations. Par exemple, le support de JUnit 5, d'Hibernate 5, le support de beaucoup d'API de J2E7, l'intégration d'une API fonctionnelle pour développer des services REST, le support de Kotlin, et puis le gros morceau, certainement, c'est le support de la programmation réactive à travers l'intégration de la librairie Reactor. La librairie Reactor qui est de Pivotal, donc c'est la même maison en fait, tout ça c'est des collègues, donc c'est intégré dans Spring 5. Donc c'était l'occasion d'en faire une présentation. Alors ça fait 19 ans que je travaille, dont 10 que je suis indépendant, donc si ça vous intéresse à l'occasion, venez me parler de vos projets. Mes présentations sont sur SlideShare, donc je rajouterai bientôt celle de ce soir. Et je suis aussi inscrit sur Brown Bag Lunch, c'est pénible à dire. C'est-à-dire que je peux venir dans vos sociétés donner mes différentes présentations. Par exemple, il y en avait une sur WebSocket, il y en avait une sur la programmation concurrente en Java, et puis celle de ce soir, si ça vous intéresse. Il y a plein d'autres présentateurs et plein de présentations sympas. Juste, c'est gratuit, c'est juste en échange du repas du midi. Ça se fait pendant la pause déjeuner. Alors, la programmation concurrente. C'est quoi le sujet? C'est quoi l'objectif? Il y en a deux principaux. Votre application back-end, votre serveur, reçoit de la charge, donc il traite des requêtes. Mais qu'est-ce qui se passe si la charge est élevée, voire très élevée? Est-ce que votre application va être capable de le supporter? Vous connaissez peut-être le problème C10K, donc Connection 10K, 10 000 connexions. Comment développer une application serveur qui soit capable de traiter 10 000 connexions simultanées? Alors 10 000 connexions simultanées, c'est déjà de la grosse charge. Ce n'est pas tout le monde qui a ce genre de charge. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau de charge ou à mesure que la charge va croître jusqu'à ce niveau-là? Est-ce que votre application va être capable de le tenir ou pas? Est-ce qu'elle va planter? Est-ce qu'elle va juste ramer? Voilà les sujets, voilà les difficultés. Deuxièmement, votre application, elle va utiliser différentes ressources. Des bases de données, des API web tierces qu'il va falloir appeler. Qu'est-ce qui se passe si ces différentes ressources répondent lentement ou ne répondent pas? Vous appelez une ressource, une API web, elle ne répond pas, donc ça lag. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez aussi ralentir vos utilisateurs ou pas? Est-ce que ça ne peut pas finir par écrouler les performances de votre application parce que la saturée? Voilà les sujets. Et évidemment, la programmation réactive nous apportera des outils. Aujourd'hui, le modèle standard, en Java principalement, qu'est-ce que c'est? C'est le modèle dit thread par request, qui explique comment les différentes requêtes sont traitées. Vous avez les requêtes qui arrivent sur le serveur, et chaque requête va être associée à un thread issu d'un pool de threads. Donc vous avez un pool de threads, typiquement il y en a pas mal, il y en a 100, 200, c'est à peu près ça les valeurs par défaut. Donc une requête elle arrive, on prend un thread du pool, ce thread là va traiter la requête du début jusqu'à la fin. Quand la réponse est fournie, le thread est restitué au pool et on recommence. Évidemment, si tous les threads sont occupés, votre requête elle n'est pas traitée. Et donc ça introduit de la latence. Donc les 10 000 connexions de tout à l'heure, si on a 200 threads, ça devient compliqué. Donc il y a du lag, etc. Ça peut s'écrouler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la tenue en charge? Un premier réflexe, ça peut être on augmente le nombre de serveurs, on multiplie les serveurs, donc on clusterise l'application par exemple, avec un load balancer en frontal qui dispatche les requêtes. Ça apporte des éléments de réponse, mais ça complique l'architecture de votre application. Elle devient d'un seul coup distribuée, et donc tout ce qui est cache par exemple devient distribué, il faut le synchroniser, donc vous avez toute une gamme de nouveaux problèmes. Sans compter même pour les opérations, vous n'avez plus une application à maintenir, à monitorer, à mettre à jour, mais vous en avez plusieurs instances. Donc c'est de nouvelles difficultés, mais c'est une solution qui peut marcher. Ou peut-être plus naturel, augmenter le nombre de threads. On a des pools de threads, on en met plus pour supporter plus de charges. Alors ça c'est bien, mais ce n'est pas gratuit, ça fonctionne jusqu'à un certain point. Nos différents threads ont des coûts CPU, des coûts mémoire. Alors le coût mémoire parce que chaque thread a sa pile d'appel par exemple. Donc ça, plus on met des threads, plus ça coûte. Et puis, nos différents threads sont exécutés par le processeur. Ils se partagent le processeur. La JVM va leur donner la parole à tour de rôle. Basculer d'un thread à un autre, ça s'appelle un context switch. Et ça, c'est un coût CPU. Il faut recopier des informations, par exemple. Donc, plus on en a, plus ça coûte. Et aussi, tout ça, c'est quand même dommage, ce modèle thread per request, parce que finalement, nos threads font pas grand-chose. La grande majorité du temps de traitement pour une requête, il est passé à attendre un résultat de la base, à attendre une API tierce. Okay? Pendant ce temps-là, le thread, il ne fait rien. Il est juste là, il consomme des ressources, mais finalement, il ne produit rien du tout. Et aussi, plus on a de threads, plus on a de problèmes de contention. La contention, ce sont nos différents threads qui
accède à des blocs de code synchronisés. Par exemple, un bloc de code synchronized, il n'y a qu'un seul thread qui rentre à la fois dedans. Ça sert à quelque chose, ça sert à garantir l'intégrité des données, mais il y a un seul thread qui rentre dedans. Les autres sont juste devant, en attente, et font rien pendant ce temps-là. Donc ça introduit de la latence dans l'application. Donc cette contention dégrade les performances. Plus on a de threads, plus on va avoir de problèmes de contention. Il y a tout un tas de techniques Java pour réduire la contention. J'avais fait une présentation sur le sujet, mais ça a quand même un coût. Donc ce qui peut nous intéresser pour adresser la charge, ce sont des modèles dits non bloquants, qui travaillent sur un nombre beaucoup plus réduit de threads. Donc voilà globalement le principe de ces modèles-là. En entrée, les requêtes sont traitées comme des événements, donc sont ajoutées dans une queue en entrée. Chaque événement va être dépilé. Typiquement, il y a un thread qui fait l'event loop. Okay, imaginez Swing par exemple ou le navigateur pour le modèle JavaScript. Il prend ces requêtes-là, il va exécuter le bout d'algorithmique, les calculs, ceci, ce que vous voulez. À un moment donné, il va y avoir des I/O. L'I/O va être géré sous forme d'une requête. On balance la requête à la base de données, à quoi que ce soit, un système tiers. Et le thread, il a fini son travail. Il retourne dans son pool de thread. Et ce pool-là, il est réduit. La réponse de la base de données, elle va venir plus tard sous forme d'un événement. Ça va être un événement qui va arriver. Et cet événement-là, il va être traité par un autre thread. Donc on n'est plus du tout sur le même thread du début à la fin, ça va être un autre thread qui va le traiter. Et s'il y a une nouvelle I/O, pareil. La requête est part, le thread, il retourne dans le pool et on continue. Donc ça permet de fonctionner sur un nombre beaucoup plus réduit de threads. Souvent, ce qu'on voit, c'est le nombre de threads, c'est égal au nombre de cœurs de la machine. Ou des fois, c'est 2 fois le nombre de cœurs de la machine. Et ça permet de supporter des charges très élevées. Et ça permet aussi d'être beaucoup plus robuste. Robuste parce que voilà, si la base de données ne répond pas, elle ne bloque pas un thread. Donc elle ne va pas finir par saturer mes pools de threads. Donc ça, c'est une énorme différence. Alors qu'est-ce que vous avez comme exemple? Node.js, il fonctionne sur ce modèle-là. Vous avez aussi Vertex, qui est sur ce modèle-là, un framework Java pour développer des applications serveurs. Vous avez Redis aussi, une base de données haute performance qui fonctionne sur ce modèle, et d'autres. HAProxy. HAProxy, c'est un load balancer logiciel. HAProxy, il est capable de traiter des centaines de milliers de requêtes à la seconde. Quand on imagine ce genre de chiffres sur nos applications Java classiques, c'est de la science-fiction quand même. Donc les modèles événementiels, donc ce modèle théorique-là, quelle forme il peut prendre? Quand on a fait du JavaScript, ça peut nous parler. Oui, j'ai pris l'image la plus dégoûtante que j'ai pu trouver. C'est un peu biaisé. Donc, comment on fait pour implémenter ce modèle-là quand on est développeur? On a notre bloc de code, il va faire une I/O, on donne un callback et le callback va être exécuté plus tard, quelque part, quand la réponse va arriver. Et donc, si on a plusieurs I/O de suite, eh bien, on a des callbacks qui s'enchaînent. Donc, chaque function, c'est un appel, c'est un callback qui est défini pour donner l'étape suivante de traitement quand la réponse arrive. Donc, ça, c'est un modèle possible. Il existe. Par contre, en termes de maintenabilité, ça peut être assez vilain. Et on arrive à la programmation réactive. Alors, je la définirai formellement un petit peu plus tard. Je vais déjà donner un exemple concret. Donc, quelque part, c'est le cœur de la présentation, donner un exemple commenté de programmation réactive. Donc, imaginez que vous vouliez développer une petite API REST. Donc là, une bibliothèque. Il s'agit d'exposer un petit service REST qui vous fournit les N bouquins les mieux cotés. Ils ont une note, donc les valeurs moyennes. Enfin, la meilleure note sur les différents bouquins. On commence par développer un REST controller. Donc ça, c'est exactement comme vous avez pu le faire en Spring. D'accord? On lui injecte le repository, donc pour accéder à la base de données. Parce que là, derrière, il y a une base de données, c'est du Mongo. Je définis l'URL sur laquelle je vais répondre à la requête. Donc là, c'est top, par exemple. Et ensuite, j'ai la méthode. Donc là, c'est getTopRated. Elle retourne des livres. Là, déjà, vous voyez, il commence à y avoir une petite différence. Ce n'est pas une liste, ce n'est pas une collection de livres qui est retournée, c'est un flux de livres. Le flux, c'est quelque part, si vous voulez, un futur qui retourne plusieurs valeurs. Parce que si, pour retourner une liste de livres, il faut que j'ai les livres. Une liste, ça contient les bouquins, pour de vrai. C'est un type bloquant quelque part. Pour retourner une liste de livres, il faut que j'ai les différents livres. Un flux, c'est une collection, une succession d'événements de livres qui vont arriver plus tard. Imaginez un petit peu un futur Java. Ensuite, des paramètres. Donc là, j'en ai mis 2 dans l'URL. Donc le nombre de bouquins qu'on va retourner. Et puis un time Alors là, je l'ai mis en paramètre, mais c'est pas bien important. Alors, on va commencer par aller accéder à la base de données en lui disant, on va appeler un finder qui va retourner une liste de bouquins. Okay. Donc là, ça utilise du Spring Data MongoDB, donc avec une petite requête qui va retourner tous les bouquins, okay, triés par rating
décroissant, donc les meilleurs en premier, etc. Donc là, potentiellement, tous les bouquins. Donc là, potentiellement, je remonte toute la base de données. C'est fait exprès. Cette méthode-là, elle retourne un flux de bouquins. Et là, je vais lui dire, ouais, mais enfin, je ne veux pas tous les bouquins. Donc je peux, si je veux, ici, sur un flux. Flux, c'est une classe qui est fournie par une librairie réactive. Okay, et dessus, il y a un certain nombre d'opérateurs. Là, je vais dire, par exemple, bah, j'en veux un certain nombre maximum. Donc tu ne remontes pas toute la base pour de vrai, tu vas en prendre un certain nombre. Donc là, je veux récupérer n événements, n instances de bouquins en l'occurrence. Ça aurait été plus malin de le faire par la base de données, mais mon exemple est plus parlant comme ça. Et ensuite, je vais dire, et puis ce serait bien quand même d'éviter d'attendre longtemps si la base de données ne répond pas. Ce que je disais en introduction, qu'est-ce qui se passe si la base de données ne répond pas? Dans la réalité, quand on appelle un système tiers, on met un timeout quelque part. Est-ce que vous saurez dire comme ça à froid comment est-ce qu'on gère un timeout sur une requête JDBC? C'est pas forcément évident. Sur de l'HTTP, on l'imagine bien. Donc là, je lui précise un timeout. C'est-à-dire, au-delà de telle durée, tu vas appeler une méthode alternative qui va fournir une valeur par défaut. Donc là, il y a getDefaultBooks qui retourne une sélection par défaut, voilà, un top 5 arbitraire. Donc là, de façon à garantir qu'au-delà d'un certain temps, enfin, je vais répondre dans un temps limité. Je vais réaliser un petit bout de traitement métier. Là, en l'occurrence, je prends chaque bouquin et puis je lui applique la méthode applyDiscount avec 0,2. Donc je réduis 20%. Donc ça représente un bout de traitement métier quelconque sur l'objet que je retourne. Et donc vous voyez, jusqu'à présent, c'est à chaque fois des méthodes qui s'enquillent. Tout ça, le paramètre qui est passé, c'est un flux de bouquins. Donc c'est une approche fonctionnelle, une syntaxe fonctionnelle avec des opérateurs qui s'enchaînent. L'étape suivante, c'est l'équivalent d'un catch qu'on aurait en programmation bloquante. Donc do on error. Donc si jamais il y a une exception qui est levée à un moment donné, j'ai l'exception et je peux faire quelque chose. Donc là, je ne me suis pas embêté, j'ai juste logué. Et puis j'ai l'équivalent du finally, si vous voulez. À la fin, de la même façon que j'avais un log au début, je vais avoir un log à la fin, histoire de dire ce qui s'est passé. Donc do on complete. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un petit peu la sortie standard, qu'est-ce qu'on voit? Là, il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est le nom du thread. Vous voyez que les deux lignes de log, ce n'est pas le même thread. Si on avait été en programmation J2E ou Spring classique, ça aurait été le même thread du début à la fin. Là, on voit que c'en est deux différents. Vous avez le réacteur HTTP NIO 2 et puis le thread 16. Au moment de l'IO, donc concrètement, c'est la ligne avec le find all, la requête elle est envoyée et elle va être traitée plus tard par quelqu'un d'autre. Donc c'est ça l'esprit de la programmation réactive, en l'occurrence la programmation réactive fonctionnelle, parce que ce sont des fonctions qu'on enchaîne, avec des IO qui déclenchent des traitements qui se succèdent sur des threads différents. Un petit mot sur les types réactifs. Donc je vous ai introduit le flux. Donc flux, c'est pour pouvoir gérer plusieurs valeurs. Il y a aussi le mono. Mono, c'est pour gérer une valeur. Alors ça, ce sont les types réactifs de la librairie Reactor, dont on parle ce soir. Il existe d'autres librairies réactives qui ont leur propre type réactif. Ce qu'on appelle, ce sont les types réactifs. Donc une des questions qu'on se pose au début quand on regarde une librairie réactive, c'est, tiens, c'est quoi ces types réactifs? Comment ça marche? Reactor a choisi d'avoir les monos et les flux, donc qui correspondent à des collections ou des valeurs simples. Et ensuite, un petit mot, si on veut faire une requête à la base de données, enfin une requête, pardon, HTTP, on va l'appeler une ressource tierce. Donc de la même façon, on va faire un appel bloquant. Là, il y a une IO, donc c'est événementiel. On construit un web client, donc en lui donnant une URL de base. Et ensuite, on peut lui préciser des paramètres et on a la bonne API pour convertir ça en mono d'un objet. Là, c'est un mono en l'occurrence, pardon, parce que ça retourne une seule valeur. Voilà comment on peut faire des appels HTTP sortants réactifs. Alors tout ça, ce que je vous ai montré, c'est dans Spring Framework. Spring 5 apporte tout cet aspect réactif sans renier le reste. Donc vous avez toujours dans Spring 5, vous avez maintenant deux parties. Vous avez la partie Spring Web MVC, qui est bloquante. Elle, concrètement, elle est basée sur du Tomcat ou d'autres frameworks. Ça peut supporter Undertow, etc. Et vous avez en plus Spring Webflux, qui est le nom du framework web réactif, qui lui est basé sur Netty, qui apporte ces nouvelles fonctionnalités. Et concrètement, lui, ce qu'il vous permet, c'est dans vos endpoint REST d'utiliser, de retourner du flux, du mono, etc. Et en dessous, ce qu'il utilise, lui, comme librairie réactive qui fait le boulot, là vous avez tous les opérateurs, le map, le timeout, etc. C'est la librairie Reactor, donc qui est pivotale aussi. Et il existe aussi, enfin il y en a une autre dans
dans le panorama, c'est l'API Reactive Streams. C'est un standard commun aux différentes librairies réactives. On va en dire un petit mot tout à l'heure. Donc en Spring 5, vous pouvez faire du standard ou du réactif. Éventuellement même mélanger les deux, ce n'est pas trop conseillé. Donc ça, c'était Spring Framework 5. Mais à l'occasion de Spring Framework 5, tout l'écosystème a été amélioré. Spring Boot 2, qui, à ma connaissance, aujourd'hui n'est pas encore finalisé, exploitera, ou est en train d'exploiter Spring Framework 5 pour pouvoir exploiter toutes les fonctionnalités. De la même façon, Spring Data 2 va supporter la programmation réactive, parce que vu qu'on a besoin de faire des I/O, c'est ça quelque part le cœur, il faudra accéder à la base. Spring Security aussi. Pour passer le contexte de sécurité, aujourd'hui c'est un thread local. Les threads locales, ça ne marche plus en programmation réactive, donc Spring Security est revu, amélioré. Spring Intégration aussi, ça parle d'I/O, donc c'est mise à jour, Spring Cloud aussi, etc. Donc tout l'écosystème Spring intègre la programmation réactive. C'est vraiment quelque chose qui est très structurant pour les frameworks. Et aussi pour les applis. Un petit mot par exemple sur Spring Data 2. Donc, tout à l'heure j'expliquais qu'on injectait un repository, voilà la tête qu'il aurait. Donc c'est du Spring Data MongoDB ici. Donc la petite différence, c'est que vous voyez qu'on est en le Reactive Mongo Repository plutôt que juste le Mongo Repository. Si on veut, on peut laisser tout vide, vous avez les opérations crudes par défaut, hein, c'est du Spring Data. Ou alors vous pouvez retourner du mono ou du flux. Donc là, j'ai donné deux exemples, un find by title ou un find by price range, qui est supporté en natif. Hein. Mais voilà, histoire de donner un exemple de add query, si vous voulez. Donc voilà, juste un repository, c'est vraiment extrêmement simple à mettre en place. Donc maintenant que vous voyez un petit peu, si vous ne connaissiez pas, maintenant vous voyez un petit peu la tête que ça peut avoir, comment on pourrait définir. Souvent ça définit comme la programmation avec des flux de données asynchrones. Concrètement, ou avec un tout petit peu plus de mots, on pourrait dire que c'est de l'algorithmique basé sur des différentes étapes asynchrones, non bloquantes, sur des threads qui sont utilisés rapidement, qui sont réalisés souvent, avec une API soit callback, c'est pas tellement l'esprit ici, soit fonctionnelle, c'est-à-dire utilisant la composition de fonctions. Et quelque part, pour moi, la programmation réactive, c'est des streams Java, vous avez reconnu un peu la syntaxe fonctionnelle que vous avez sur les streams Java, le completable future, qui apporte la composition de fonctions, et puis la back pressure, dont je n'ai pas parlé pour l'instant, on va revenir un petit peu plus tard dessus. Les deux intérêts étant la tenue en charge, parce qu'on fonctionne sur un nombre très réduit de threads, et puis quand même une grosse robustesse, vu qu'on est capable de gérer le temps, ou des réponses ou des non-réponses de ressources de façon extrêmement agréable. Voilà les deux avantages majeurs. Alors on va zoomer un petit peu sur le framework Reactor, donc qui est au cœur du système. Spring 5 intègre Reactor, il supporte d'autres frameworks, mais c'est vraiment Reactor qui apporte la valeur ajoutée. C'est lui qui apporte les différents opérateurs. Donc voilà un petit exemple un peu similaire. Donc je vais construire un flux ici en dur, donc je lui donne 5 éléments. D'accord. Et puis je vais, si j'utilise la méthode, enfin l'opérateur DelayElements, donc ça va ajouter, ça va vous générer un flux de 5 éléments dont la production est espacée d'1 seconde. Sans ça, s'il faut le gérer à la main, c'est un petit peu compliqué. Faire un timer ou un scheduler, je le pousse, ou du thread.sleep, il va falloir batailler un petit peu. Là, c'est vraiment intégré dans le cœur de la librairie. Cette gestion d'événements, ce retard d'événements, mettre du contrôle de temps, je vais mettre des événements jusqu'à telle durée, etc., etc. Et ensuite, un petit peu d'algorithmique, map pour appliquer une fonction de transformation, comme vous avez la map sur les streams Java, take 3 comme tout à l'heure, on limite le nombre, do after terminate, donc c'est une sorte de finally, et puis la méthode subscribe, c'est ce qui va déclencher l'ensemble du traitement. S'il n'y a pas de subscribe, il ne se passe rien. Tout ça, c'est déclaratif. Subscribe, c'est vas-y, et fais-en quelque chose. Là, en l'occurrence, tu le passes à un logger. Et donc, si on l'exécute, vous avez la sortie en dessous. Donc, vous voyez que la première ligne de log, elle est sur le thread principal. Le dernier aussi. Et là, vous voyez que le thread principal, direct, il affiche le message after. Le thread principal, il n'est pas bloqué, lui. Et les événements, donc là, en l'occurrence, les 3 lettres qui ont été gardées, parce qu'il y avait un take 3, j'en garde uniquement 3, c'est sur des worker threads, sur un pool à lui. En fait, sur un petit pool, il y a quelques threads. Et donc, cadencé, chaque seconde, vous pouvez le voir au niveau des timestamps, vous avez un événement qui va arriver. Donc, l'intérêt d'une librairie Reactor, ça peut être, soit vous l'intégrez totalement, vous l'utilisez vous faites du Spring Webflux, d'accord, vos services sont complètement réactifs, okay,
Ou alors vous l'utilisez au sein d'une méthode, parce que vous avez besoin à un moment donné de paralléliser des choses, et vous trouvez que cette syntaxe-là, elle est plus agréable ou elle a des avantages par rapport à utiliser un scheduler, un exécuteur ou ce que vous voulez. Donc voilà 2 cas d'utilisation. Vous pouvez l'utiliser de façon locale, au sein d'une méthode, ou alors structurer complètement votre application dessus. Quelques exemples de méthodes. On parle d'abord de construction. On rentre dans le monde réactif. Donc vous avez un certain nombre de constructeurs, MonoEmpty, MonoJust. Donc en dur, je vais construire un mono. On peut en construire aussi à partir d'un callable. Là, on est un peu plus dans l'esprit de la fonctionnalité. Donc il y a un traitement qui va être réalisé, qui à un moment donné répondra, donc from callable ou from future. Et vous avez un certain nombre de méthodes utilitaires, par exemple la méthode range ou intervalle, qui va vous produire un certain nombre de valeurs, pour éviter de donner le 1, 2, 3, 4, etc. On peut en créer à partir des collections, à partir des strings. Donc voilà comment, à partir de quelque chose qui n'est pas réactif, obtenir un mono ou un flux. Une fois qu'on est dans le monde réactif, on a un certain nombre d'opérateurs. Donc ça prend un mono, ça retourne un mono, ça prend un flux, ça retourne un flux, ou ça mélange. Donc vous avez par exemple le merge. Donc ça va vous prendre 2 flux, ok, en parallèle, ils s'exécutent chacun, et puis vous voulez les concaténer, les merger, pardon. C'est-à-dire ça va prendre les flux de l'un, les flux de l'autre dans le temps, et ça va les ratatiner. Donc au moment où ça se passe, sur l'un des 2 flux rentrants, ça va vous retourner un flux de sortie. Concat, il est différent lui. On prend tous les événements de l'un, et une fois qu'il est terminé, on rajoute les événements de l'autre. Vous voyez, donc vous avez tout un tas d'opérateurs qui permettent de manipuler des événements, manipuler des flux. Vous avez le map, que vous connaissez déjà de la programmation fonctionnelle en Java 8, qui permet d'appliquer une transformation. Vous avez le flat map. Le flat map, lui, typiquement, c'est quand vous voulez appeler une opération qui a de la latence. Le map, là, c'est par exemple une conversion, je convertis en majuscule. Ce n'est pas une opération qui a de la latence, il y a juste un petit bout d'algorithmique. Donc là, typiquement, j'appelle le map. Le flat map, c'est avec une opération qui va, par exemple, accéder à la base de données. Je ne rentre pas dans les détails. Vous avez aussi d'autres opérateurs sympas. Le OR, par exemple. Vous avez un mono, OR, un deuxième mono. Ça va vous retourner le résultat du premier des 2 qui a fini. Dans certains nombre de cas, on veut paralyser des traitements, on appelle 2 backends, le premier qui répond, il a gagné. S'il faut le faire en Java 8 standard, on va prendre un exécuteur, on va le déposer dedans. Là, c'est juste le OR. Syntaxe vraiment agréable. Quand on regarde la documentation, nos différents opérateurs, on a ce qu'on appelle les marble diagrammes, donc des diagrammes de billes. Ils vous représentent graphiquement ce qui se passe. Donc par exemple, le filter, ça vous garde, donc on lui donne un prédicat, ça va retourner, ça va filtrer, ça va couper les événements qui ne respectent pas un critère. Donc là, par exemple, ça garde que les ronds. Vous avez le concat dont je parlais. Le concat, il prend tous les événements du premier, et une fois que c'est fini, tous les événements du deuxième. Vous avez vu, par exemple, la bille jaune, elle est ralentie. Elle passe après la bleue. Parce que le premier flux, il termine après la bleue. Donc c'est au moment où le premier flux est terminé que, paf, la jaune est disponible en sortie. Et vous en avez d'autres, vous avez le flatmap, le tech, etc. Donc ça, c'est quand même extrêmement agréable quand on regarde le Javadoc, en un coup d'œil de comprendre ce qui se passe, parce que lire la description textuelle, ça peut être un petit peu compliqué. La back pressure, j'en parlais tout à l'heure. C'est un phénomène, c'est une notion extrêmement importante pour bien comprendre la puissance de la librairie. Donc vous avez des gens qui émettent des composants, qui émettent des événements, des messages, des données, et puis ensuite vous avez des gens qui les consomment. Si on laisse l'émetteur émettre autant qu'il veut, ça peut saturer le système. C'est ça le principe. Votre base de données, vous avez forcément déjà vu des bases de données qui sont saturées parce qu'il y a trop de requêtes qui arrivent dessus, donc les performances s'écroulent, etc. Le principe de la back pressure, c'est de dire que c'est la personne qui reçoit le message qui va être capable de le dire. Notamment, c'est l'opérateur take, je vous montrais tout à l'heure. Il dit « j'en veux tant maxi, au-delà, niet ». Vu que tout ça, ce sont des événements, à un moment donné, ils sont stockés dans des queues, on peut les jeter, les événements. C'est pas comme un thread qui est en train de faire un travail et qu'on ne peut pas interrompre en Java. Donc on peut les détruire. On peut aussi artificiellement ajouter du délai entre des événements, ou dire je prends les événements jusqu'à une certaine durée. Donc tout ce contrôle temporel qui vous permet de maîtriser des temps max de réponse, par exemple, d'espacer des traitements pour aérer un petit peu vos processing, c'est ça concrètement la back pressure. C'est extrêmement puissant. Et une fois qu'on a fini, si on a besoin de retourner dans le monde bloquant, il y a de la même façon que vous pouvez rentrer dans le monde réactif, on peut en sortir. Vous avez par exemple la méthode block qui vous retourne, qui va bloquer le thread courant jusqu'à ce que le résultat soit disponible. C'est un peu l'équivalent du future.get. Vous pouvez préciser une durée maximale, vous pouvez convertir votre mono en futur, etc., etc., ou convertir vos flux en itérables, en stream.
Dans la librairie Reactor, il y a aussi Reactor Test, si vous avez besoin pour développer des tests unitaires sur vos différents composants, vos différents services métiers. Donc juste deux petits exemples. Donc un exemple tout simple. Donc là, j'ai un flux qui retourne deux événements, deux valeurs. Donc voilà comment je peux le vérifier. Expect next, donc la première valeur attendue, la deuxième valeur attendue, et ensuite, bien préciser, et c'est tout. Donc je dis, il y en a un, il y en a deux, et c'est tout. Et puis la méthode verify qui va lancer le truc, et là, ça va retourner, ça va bien fonctionner. Et je vais expliquer qu'on on a un contrôle temporel. On peut ajouter arbitrairement de la latence entre les divers événements d'un flux. Alors si on a un traitement métier qui exécute des choses toutes les heures, on ne va pas avoir un test unitaire qui va mettre plusieurs heures. Donc il y a dans la librairie des solutions pour pouvoir tricher l'échelle temporelle. Donc il va exécuter tout ça de façon instantanée. Simplement, on va simuler du temps. Donc là, par exemple, je lui dis, on a un mono qui a un retard d'un jour. Et donc il y a une API pour lui dire, OK, j'attends un jour et je fais quelque chose. En fait, il le joue à vitesse réelle. Simplement, elle va vérifier que son temps simulé, c'est bien un jour et pas autre chose. Alors, je parlais de Reactive Stream tout à l'heure. Il y a plusieurs librairies réactives sur le marché. Donc vous avez Reactor, dont je parle ce soir. Vous avez aussi RxJava, qui est un peu plus ancienne, c'est du Netflix, et vous avez AkaStream. Donc vous avez ces trois-là notamment qui sont connus. Dans le monde Java, il y a l'équivalent RxJS par exemple dans le monde JavaScript, qui est aussi bien connu. Ils se sont tous mis d'accord sur un standard commun, donc une toute petite API. Là voilà, au complet. Donc vous avez 4 interfaces. Le publisher, le subscriber, donc qui j'émets des événements, je reçois des événements. La subscription, donc c'est une relation entre l'un et l'autre. Et puis aussi, vous avez le processeur, qui est à la fois subscriber et publisher. Donc ça, c'est un jeu minimal, une API minimale qui permet la compatibilité entre les différentes librairies. Concrètement, elle est supportée par Webflux, ce qui fait que quand vous faites du Spring Webflux, vous pouvez utiliser du Reactor. On vous incite un petit peu à le faire parce que c'est la même maison. Mais si vous avez des librairies qui utilisent du RxJava, par exemple, c'est interopérable parce que RxJava implémente ce standard-là. Donc ça, c'est intéressant quand même. Et petite parenthèse, cette API-là, elle est supportée aussi par Java 9. Mais Java 9 a fait le strict minimum. Donc aujourd'hui, Java 9 a une toute première étape de support de la programmation réactive, mais concrètement, c'est tellement au ras des pâquerettes. En tant que développeur d'application, on n'a pas du tout envie d'utiliser ça. Enfin, vous voyez, il n'y a rien du tout en termes d'opérateurs. Donc ça, c'est vraiment pas fait pour des développeurs d'applications métiers. C'est fait pour les développeurs de framework réactifs. Alors je vous parle de perf, on va faire une petite comparaison. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Imaginons qu'on développe un petit service REST de rien du tout qui fait une pause d'une seconde par exemple. Donc je simule un back-end qui va réaliser un accès à la base qui dure une seconde, ou alors plusieurs accès à la base qui font un temps total cumulé d'une seconde. Une seconde, ça m'arrange, ça fait un compte rond. En bloquant, c'est un thread.slip. Okay, donc mon thread, il va être bloqué pendant une seconde, il ne va rien faire. Et en réactif, c'est return mono.delay de une seconde. Et après, on va le mesurer. On va regarder ce qui se passe. Alors là, j'ai utilisé Gatling. Donc voilà la tête de mon tir. Là, j'ai fait des petits tirs de 2 minutes avec un petit ramp-up de 10 secondes. Donc la charge, elle augmente pendant les 10 premières secondes. Puis à la fin, ça décroît pendant les 10 dernières secondes. Le tout sur 10 minutes. Et j'ai utilisé un modèle de charge fermé. C'est-à-dire c'est un nombre d'utilisateurs concurrents. Donc sur cette URL-ci, donc avec une pause de 1 seconde. Tomcat, par défaut, c'est 200 threads dans son pool de threads. Donc si je mets plus que ça, eh ben, il a du mal. Si je mets par exemple 300 connexions simultanées, donc en boucle, il y a 300 connexions simultanées, ils appellent l'endpoint, et puis dès que c'est fini, je recommence. Eh ben, je suis capable de mesurer 188, etc. requêtes par seconde. Déjà, je savais d'entrée de jeu que je n'allais pas pouvoir dépasser le 200 requêtes par seconde parce que Tomcat, il a 200 threads. La requête est fait 1 seconde. Donc si le système avait été parfait, j'aurais traité 200 requêtes par seconde parce qu'il a 200 threads. Chacun est occupé, etc. Donc on est un petit peu en dessous. On est à 189. Et au-delà, les requêtes, elles sont ralenties. Donc elles sont dans sa queue de requêtes et ça introduit du lag. On va le voir sur le slide d'après. Le framework réactif, lui, je l'ai poussé là jusqu'à 3000 connexions simultanées et il est capable de débiter du 2600 requêtes par seconde. Normal, il travaille sur un tout petit nombre de threads. Chaque thread, il reçoit la requête, il ne fait rien, donc il dépose un événement qui est on se revoit dans 1 seconde, et dans 1 seconde,
il génère sa réponse. Donc vous avez un tout petit nombre de threads qui tartinent et qui répondent. Évidemment, c'est juste un test, il n'y a pas de base de données, rien du tout. Mais voilà un petit peu l'esprit pour vous montrer la différence. Quand on regarde la distribution des temps de réponse, donc les schémas d'IO, c'est ça. En abscisse, vous avez le temps de réponse et en ordonnée, vous avez le pourcentage. Donc on voit par exemple qu'en bloquant, à Tomcat, il y a un quart des requêtes, 25%, qui répondent en 1000 quelque chose, qui sont à peu près parfaites. Et puis les autres, on voit qu'elles s'engorgent un petit peu, donc c'est autour de 1600. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de lag. Tout en bas, j'ai mis la moyenne. Donc Spring MVC, la colonne de gauche, en bloquant. En moyenne, mon temps de réponse, sur cette configuration-là, c'est du 1462 millisecondes, avec un écart type de 297. Donc un peu de volatilité quand même sur les mesures. Et le graphique coloré, si vous ne connaissez pas Gatling, c'est la répartition des pourcentiles. Donc les diverses couleurs, ce sont les pourcentiles. Donc vous avez les 25%, les 50%, les 75%, etc. Si vous n'êtes pas familier, c'est plus le graphique du haut qui va vous parler. À droite, en réactif, vous voyez que c'est bien meilleur. En bas, la moyenne, elle est de 1036. Donc en moyenne, c'est un peu plus d'une seconde le temps de réponse, avec un écart type de 59. Donc une distribution des temps de réponse qui est beaucoup plus resserrée, quelque chose qui est beaucoup plus fiable. Et là, le pire, c'était du 1269 quelque chose. Vous voyez un petit peu, là, ça permet de bien ressentir un petit peu comment fonctionne le framework. Après, c'est juste un exemple sur un cas particulier, il faut le rapporter à son application. Si on branche un petit coup de Visual VM pour regarder, et en termes de thread, concrètement, il se passe quoi? À vide, on est dans les 40 threads, là, c'est Tomcat en dessous. Je commence à injecter, bouf, ça s'augmente, ça augmente. Donc là, il y a 200 threads qui sont créés, et donc ils sont tous au taquet, ils travaillent. En réactif, on le voit presque pas, c'est le petit bout qui a bougé, là, il y a quelques threads qui ont été créés, et donc vous avez juste ça, quelques threads qui réalisent mes traitements métiers. Donc si vous avez une application avec beaucoup de contention, beaucoup de code synchronisé, des singletons read-write qui sont modifiés, là vous avez très peu de threads qui vont se bagarrer pour accéder à vos sections critiques. Et donc vous allez avoir un impact sur les performances qui sera bien moindre. Ça va scaler bien mieux. Souvent les présentations s'arrêtent là, c'est génial. On va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Donc il y a un certain nombre d'aspects qui sont difficiles ou des choses qui ne sont pas supportées. Il faut bien en être conscient avant de se lancer dans la programmation réactive. Ça ne correspond pas à toutes les applications. Déjà, c'est une syntaxe un peu déroutante. Je me rappelle quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, déjà, mais c'est quoi la programmation réactive? Avant de trouver un exemple, on se dit, mais comment ça fonctionne? La syntaxe, elle est un peu déroutante. Il y a pas mal d'opérateurs à apprendre. Pour être bon en programmation réactive, il faut avoir compris les principes, et puis après, ça va être sur le nombre d'opérateurs qu'on comprend, qu'on connaît. Sinon, on galère un petit peu. On se retrouve sur des choses tout simples, du genre, et je veux exécuter un machin, puis un autre machin. En programmation bloquante, c'est une ligne de code, point virgule, une ligne de code. Moi, c'est une des premières questions que je me suis posées. Comment je fais du code, puis un autre, qui n'a rien à voir? Ce pas des choses qui s'enchaînent, comment je fais? C'est l'opérateur then. Voilà, il faut le savoir, etc., etc. Pour ceux qui sont intéressés, je conseille de commencer par la programmation fonctionnelle, les streams Java 8, pour se faire la main, être à l'aise, l'optional par exemple. On se fait la main dessus, on est à l'aise, on est capable ensuite de passer sur la programmation réactive. Deuxièmement, c'est une API qui est assez contaminante. Vous voyez qu'en fait, concrètement, toutes les couches sont impactées. Vos endpoint 13, vos services métiers, vos autres services métiers, etc., jusqu'à votre couche de persistance. Donc verticalement, tout est réactif. Si à un moment donné, vous avez une méthode bloquante qui va vous retourner une liste de bouquins, c'est mort. Ça va ralentir le thread courant, etc. Donc ça ne fonctionne pas. Du coup, c'est plus facile pour les nouvelles applis que pour des applis existantes, parce que découper des tranches verticales de l'application, ça peut être pas évident. Et maintenant, les vrais sujets qui fâchent, JDBC n'est pas supporté. C'est-à-dire, aujourd'hui, les bases relationnelles, c'est mort. Donc déjà, ça nous fâche avec beaucoup d'applications. Pourquoi? Parce que JDBC est bloquant. Alors, il y a une initiative dans Java 10 pour le rendre asynchrone, non bloquant, mais aujourd'hui, JDBC est bloquant. Alors, techniquement, on peut s'en sortir. Ils ont prévu le coup. Dans la librairie, il y a un opérateur qui est, je lui passe un bloc de traitement. Okay, donc là, ça va être le callable que je lui passe ici entre parenthèses. Il va être exécuté sur un de ces pools de threads, un de ces petits pools de threads, et il va me rendre le résultat. Mais concrètement, si votre base de données, vous avez une base sur votre application, c'est pas du Mongo, c'est pas du Redis, qui eux sont supportés, c'est une base relationnelle, vous allez tout le temps faire ce genre de choses. Donc concrètement, vos 4 threads seront tout le temps occupés à réaliser ces choses-là. Donc ça ne va pas marcher. Vos 4 threads, ils seront à la gueule d'entrée de jeu. Vous allez supporter une charge minable. Donc ça ne marche pas. Donc si vous avez besoin de façon très ponctuelle de réaliser des I/O
bloquante, pas de problème, allez-y. Mais si c'est votre base principale, c'est mort. Il y a une initiative dans le JDK 10, donc soit attendre un petit peu. Je suis convaincu qu'il y aura un backport à un moment donné de driver, donc il n'y aura plus qu'à attendre que Spring fasse le boulot d'intégrer ça dans Spring Data JPA, et ça fonctionnera. Aujourd'hui, pour information, les développeurs de bases relationnelles open source, les Maria, les Postgre, ont déjà des drivers asynchrones. Simplement, ce n'est pas intégré dans JDBC. Et à discuter avec les gens de Spring, ils n'étaient pas prêts à faire le boulot en spécifique. Ils vont attendre qu'il y ait un standard Java, et ensuite ils l'intégreront dans Spring Data. Deuxièmement, tout ce qui est thread local, c'est mort. Ouais. Pardon ? Ouais, on peut lui passer, ouais. On peut lui passer. Par défaut, il a plusieurs pools. Il a le élastique, le ceci, le cela. Et on peut lui en passer nos propres pools de thread si on veut. On peut configurer ceux existants ou passer les nôtres. Donc le thread local, c'est mort. Le thread local, vous connaissez peut-être, c'est une API qui est présente dans Java depuis l'aube des temps. Ça permet de stocker des informations dans le thread courant. Donc quand on a des méthodes qui s'appellent, ça permet de passer en sous-marin des informations. C'est comme ça que les serveurs font pour passer le contexte transactionnel à travers des requêtes ou le contexte de sécurité. Ce qui fait qu'à dans toute méthode que vous exécutez, vous savez qui est l'utilisateur courant et quelle est la transaction courante. Ça ne marche plus parce qu'on est sur des threads différents. Alors comment on peut faire ? Il faut se débrouiller à la main. Et par exemple, Spring supporte le scope session et le scope request en bloquant. En Webflux, ça ne marche plus. Donc ça non plus. Donc on peut se dire, il n'y a pas de thread local, bah, c'est pas grave. Je vais scoper mon bin à moi request et c'est Spring qui va faire le boulot pour moi. Ben non, ils n'ont pas été jusque-là. Aujourd'hui, le scope session et request ne sont pas supportés. Donc il y a une API dans Reactor pour ça. Donc subscribe context. On peut explicitement, si vous voulez, vous avez un get et un set manuel, mais ce n'est pas encore très très élégant. Donc si vous avez besoin de contextualiser vos bins, c'est une limitation qui peut être importante. J'ai presque terminé. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est quand même un modèle à la programmation réactive intégré à Spring 5, c'est quand même une énorme avancée pour certaines applications. Ça peut vous permettre de supporter des charges très élevées, donc d'exploiter au mieux les ressources matérielles, le CPU, la mémoire. Ça vous permet d'apporter énormément de fiabilité sur des applications très communicantes. Évidemment, on pense à des microservices. Les microservices, ça fonctionne très bien parce que c'est d'une part extrêmement communicant, puis en plus c'est borné. Donc on peut avoir des microservices qui seront développés en bloquant, et puis des microservices qui seront développés en réactif. Et c'est aussi bien adapté à des applications qui sont fortement vulnérables à de la contention. Si vous avez plein de codes synchronisés, si vous galérez à avoir plein de threads, la programmation réactive peut vous aider. J'ai terminé la présentation. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, allez-y.